Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 22 décembre à la une de l'actualité. Adoption du statut particulier des travailleurs de la santé et celui des fonctionnaires de l'éducation lors du Conseil des ministres présidé par le président de la République Ahmed Tebboune. Il a été décidé également la promotion de 3 daïras, une commune au rang de circonscription administrative. Les détails dans quelques instants. Le président de la République a reçu le ministre des Relations extérieures du Cameroun, le jeune Mbella Mbella. Nous l'écouterons dans quelques instants. Au plan ce soir sur une unité de fabrication de panneaux en MDF qui réalise de bons résultats et exporte ses produits vigoureusement contrôlés pour rester aux normes internationales. Reportage dans ce journal. Agrumiculture lance cette mois une bonne saison à Hadjo d'Atipaza, une récolte prometteuse de 350 quintaux à l'hectare où orange, mandarine et citron cohabitent en harmonie. Illustration dans l'un des vergers de la région. On s'intéresse ce soir au tapis traditionnel de Timimoun, un accessoire qui apporte beauté et caractère à nos intérieurs et le produit d'un savoir-faire ancestral préservé grâce aux artisanes de la région. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2022. 2 projets de loi également relatifs au secteur de l'éducation et de la santé et des exposés concernant entre autres la création de nouvelles circonscriptions administratives et les partenariats dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures. Après la présentation par le Premier ministre de l'activité du gouvernement au cours des 2 dernières semaines, puis une présentation sur les progrès de la numérisation globale par le commissaire chargé de la numérisation, outre les interventions des ministres sur les projets de loi et les présentations d'exposés concernant plusieurs secteurs, le président de la République a donné les instructions et directives suivantes. Le Conseil des ministres a adopté le statut particulier des fonctionnaires de l'éducation nationale. Le président de la République a félicité à l'occasion la famille de l'éducation pour avoir réussi à achever cette mouture conformément à ses engagements, saluant le consensus autour de cette loi. Le président a enjoint le gouvernement d'approuver des procédures supplémentaires, y compris le départ à la retraite des enseignants qui tiennent compte des spécificités de cette noble profession. Le statut particulier du personnel médical et paramédical a également été adopté. Il concerne les médecins spécialistes, généralistes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, paramédicaux, sages-femmes, anesthésistes, psychologues, professeurs de médecine, paramédicales, entre autres. Le président de la République a également félicité les travailleurs de ce secteur stratégique à l'occasion de l'adoption de ce statut. Le Conseil des ministres a également approuvé une proposition relative à la promotion du rang de circonscription administrative gérée par un wali délégué, la daïra d'Al-Qantara, wilaya de Biskra, daïra de Bir al-Ater, wilaya de Tebessa, la commune d'Arisha, wilaya de Tlemcen, la daïra de Qsar al-Bukhari, wilaya de Mdeya. Cette décision du président de la République entre dans le cadre de ses efforts continus visant à généraliser la politique de développement conformément au principe d'équité et la prise en charge des préoccupations des citoyens. Et concernant l'offre de partenariat dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures, le président de la République a ordonné au gouvernement la poursuite du développement du système énergétique national conformément aux intérêts du pays. Le président a souligné l'importance d'investir dans le domaine des énergies propres, de les exporter et d'orienter leurs recettes vers le développement national. La réunion du Conseil des ministres s'est conclue par l'approbation du projet de loi de règlement budgétaire pour l'année 2022 et l'approbation des décrets présidentiels concernant la coopération internationale. Fin du communiqué de la présidente de la République.
Après, le président de la République a reçu le ministre des Relations extérieures du Cameroun, le jeune Belham Bella. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Après l'audience, le ministre camerounais a affirmé la volonté de son pays à renforcer les relations bilatérales dans différents domaines. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes ici dans le cadre d'une visite de travail pour les relations Cameroun-Algérie. Il est question pour les deux pays de densifier leur coopération. Là, je sors d'une audience que son Excellence, Monsieur le Président Tebboune, a bien voulu nous accorder. Cela nous honore dans la mesure où cela nous a donné l'occasion de lui apporter le message chaleureux et fraternel de son frère du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Monsieur le Président nous a fait part de sa volonté de renforcer la coopération entre le Cameroun et l'Algérie dans tous les secteurs. Cette annonce de la Sonatra qui convoque les candidats inscrits au concours national de recrutement prévu fin décembre. Le groupe a débuté l'envoi des convocations par courriel selon un communiqué rendu public ce dimanche. Les épreuves écrites de ce concours se déroulent par spécialité durant la période allant du 29 décembre 2024 au 4 janvier 2025. 10 centres d'examen au niveau de 10 wilayas sont concernés, à savoir Adrar, Larouat, Bouira, Tamanrasset, Alger, Skikda, Sidi Bla Abbas, Constantine, Ouargla et Oran. Sonatrach réaffirme par ailleurs son engagement à garantir la transparence de l'opération selon les plus hauts standards d'intégrité et d'équité entre les candidats. Un tissu industriel pour la pièce de rechange mécanique est en cours de création. Ce segment a réalisé un bond qualitatif et quantitatif. Et l'Algérie est bien partie pour devenir un pôle pour ses fabrications. En tout cas, elle en a les capacités. Reportage réalisé en marge de la foire de la production algérienne par Rosa Reney ou Walid Yousfi. Parmi les stands les plus visités durant cette 32e édition de la foire de la production algérienne, ceux des pièces détachées et autres accessoires automobiles. Le premier argument de vente, le rapport qualité-prix. Beaucoup de visiteurs affichent leur satisfaction en découvrant les produits fabriqués localement. Actuellement, alhamdoulilah, qui met les plaquettes de frein, qui met les pignons, qui met les chaînes, qui met dit. C'est-à-dire nous sommes satisfaits. Les pièces proposées sont de bonne qualité. Il y a beaucoup d'entreprises qui activent dans ce domaine. Nous espérons en voir plus. Les opérateurs activant dans la filière sont déterminés à s'inscrire dans la stratégie nationale d'amélioration du taux d'intégration en se positionnant comme de futurs fournisseurs des grands constructeurs automobiles. Notre entreprise a tracé une stratégie qui s'inscrit en droite ligne avec la politique des pouvoirs publics orientée vers l'augmentation du taux d'intégration nationale et la diminution de la facture d'importation dans le secteur de l'industrie automobile. Nous ciblons notamment le marché des véhicules industriels. Nous sommes très fiers des plaquettes de frein que nous produisons. Notre objectif à l'avenir est de couvrir l'ensemble du territoire national afin que ce produit ne soit plus importé. La filière de la fabrication et de la distribution de la pièce de rechange automobile ainsi que les composants nécessaires à cette industrie connaît actuellement un essor significatif. La majorité des opérateurs pensent déjà à passer à la phase d'exportation de leurs produits après avoir couvert intégralement les besoins du marché national. On va à Taref, une unité de fabrication de panneaux MDF réalise de bons résultats, 350 mètres cubes jour. En plus de couvrir une partie des besoins locaux, l'entreprise exporte vers l'étranger des produits vigoureusement contrôlés pour rester aux normes internationales. Reportage de Raouf Hamouche. C'est à partir d'ici que tout commence. Dans ce vaste patrimoine forestier d'El Taref de 180 000 hectares, couvrant plus de 60% du territoire de la wilaya. Une richesse naturelle que le pays a décidé d'exploiter de façon durable en mettant sur pied cette usine de transformation qui est la première du genre en Algérie et la deuxième en Afrique.
Après avoir procédé à l'abattage dans le respect des pratiques durables, ces troncs d'arbres sont directement acheminés vers l'usine. Ici, les morceaux de bois vont rapidement changer d'apparence. Ils sont broyés dans une machine pour être transformés en poudre de bois pour obtenir à la fin de la chaîne de production des panneaux composites de fibres de bois à densité moyenne, brute et mélaminée. Comme vous avez vu, après toutes les étapes de production, pansement, ici on a la zone mélamine qui a contenu qui désigne le type de panneau MDF. C'est un panneau brut ou panneau mélaminé. C'est la partie finale pour la désignation au client. Aujourd'hui, la structure couvre déjà les besoins du marché local en panneaux isolants, en fibres de bois et exporte même ses produits vers les pays voisins. Une réussite qui s'explique par un seul mot d'ordre, la qualité. On fait tous les tests physiques, chimiques, mécaniques, tels que la flexion, la traction, ainsi les tests aux additifs chimiques tels que la colle, le durcisseur, la paraffine. On fait des tests aussi, on peut les considérer comme visuels parce qu'on fait notre réaction au niveau de la production. Supposons on trouve quelques erreurs au niveau de la production, notre rôle c'est de réagir sur place pour éviter les erreurs après la production de produits finis. Si dans un premier temps cette usine a recruté 300 employés, elle compte dans un futur proche augmenter le nombre de ses salariés et développer sa capacité de production qui dépasse à l'heure actuelle les 350 mètres cubes jour. Un projet ambitieux qui réduit le coût des importations et ambitionne de conquérir le marché africain dans sa globalité. Notre entreprise qui commence à se spécialiser dans cette matière qui est le MDF, surtout mélaminé, elle a commencé l'exportation vers les pays voisins, notamment la Tunisie et la Libye, et on compte développer cette commercialisation à travers les pays de toute l'Afrique. Le panneau MDF, qui était acheté auparavant par les devises, donc c'est des sommes colossales dépensées pour ramener ce produit à l'Algérie. Finalement, actuellement, ce produit il est fabriqué au niveau de cette entreprise dans la wilaya d'El Tarf. De la forêt à l'usine, la transformation du bois est un modèle d'interconnexion entre l'homme et la nature. Un parcours qui témoigne de l'importance de pratiques durables pour préserver la richesse forestière tout en répondant aux besoins croissants en matériaux en bois. L'équilibre indispensable pour les générations futures. Agriculture en pleine saison des agrumes, la commune de Hadjou se transforme en véritable fourmilière. La campagne de récolte est en cours et la production est prometteuse. 350 quintaux à l'hectare, toutes variétés confondues. Orange, mandarine ou encore citron cohabitent en harmonie dans le verger que Saïda Mayouf a visité. Reportage. Au pied du mont Chenois, dans la commune de Hadjo, à Tipaza, la cueillette des agrumes de saison bat son plein. Dans ce verger agrumicole, citronnier, oranger et mandarinier se côtoient à la perfection, offrant des couleurs contrastées à ravir. L'exploitation Sidali Houssine enregistre pour cette campagne un rendement allant jusqu'à 350 quintaux à l'hectare. هذو اللي فيرجي اللي تشوف فيهم استثمرناهم في ابارتي 2016 دي فاسيليتي تسهيلات مع الدوله والحمد لله كما دخلنا تريسيتي طلعنا l'autorisation de forage. On a 20 hectares d'agrumes orange avec le clémentine et on a 13 hectares de citronnier. Les variétés des oranges, on a la Washington Navel, il s'appelle Navelina, on prononce Navelina. On a Afourer. Et on a la clémentine, Orograndi et Niles. Nos efforts ont été payants, les fruits sont arrivés à maturité et la production pour cette campagne est abondante. Le souhait est de couvrir le marché national, mais également de se tourner vers l'exportation, notamment vers le marché africain. Si l'agrumiculture croît parfaitement au fil des saisons, c'est notamment grâce à des sols bien drainés, une irrigation suffisante et l'adoption de l'agriculture intensive.
Le verger est conduit en système intensif dont les plants dépassent les 800 à 850 plants à l'hectare avec un système d'irrigation goutte à goutte, avec une tête de station, un bassin de forage et un bassin en géomembrane d'une capacité qui dépasse les 45 mètres cubes qui assure largement les besoins en irrigation de différents vergers. Force est de constater qu'à Tipaza, les superficies dédiées à l'agrumiculture n'ont eu de cesse d'augmenter ces dernières années au profit d'une production abondante. La superficie agricole utile, elle est de 59 400 hectares, dont l'arboriculture représente les 21 000 hectares. Aussi, les agrumes représentent une superficie de 7 998 hectares, qui est de l'ordre de 38% par rapport à l'arboriculture et 13% par rapport à la superficie agricole utile. Et à noter que l'année passée, la production a été à peu près 2 millions de quintaux et elle a classé la wilaya de Tipaza deuxième après Blida. L'adoption de techniques culturelles appropriées et des variétés précoces et tardives permet une bonne productivité tout au long de l'année. C'est également la saison de la cueillette des olives. L'opération a débuté à Mila, l'une des wilayas leaders dans cette filière et dans la production d'huile d'olive. L'on s'attend également à une récolte généreuse cette saison, selon le constat de Nourdin Ben Abbassa, commentaire de Raouf Hamouche. Coup d'envoi de la campagne de cueillette des olives dans la wilaya de Mila, une wilaya qui a connu une augmentation de la superficie des terres oléicoles productrices. Dans cette oliveraie, la récolte prévisionnelle est de 112 000 quintaux d'olives. Cette année, les cueilleurs tablent sur une production de 12 000 litres d'huile d'olive extra vierge. Nous avons dédié 25 hectares à la production d'olives. Nous avons aussi bénéficié de l'accompagnement des autorités locales, notamment en ce qui concerne le raccordement en électricité de notre exploitation. Nous avons utilisé des moyens mécaniques dans la cueillette d'olives, notamment des vibreurs thermiques et des pennes vibreurs pour pouvoir faire la récolte dans les temps. Munis de peignes à olives et vibreurs thermiques, les cueilleurs récoltent les olives sans endommager ni les branches ni les fruits. Nous avons au total 10 355 hectares dédiés à l'oléiculture. Actuellement, la campagne de récolte des olives pour la transformation en huile de table au niveau de la wilaya concerne pour l'instant 8 864 hectares. L'opération est toujours en cours. Au niveau de cette huilerie, nous recevons les olives depuis Ain Mlila, Ain Fakroun, de Graram ou encore de Hamala. Des huiles de qualité qui sont ensuite mises en vente sur le marché local et les wilayas limitrophes et qui font la fierté de Mila. Dans l'actualité également, l'Association internationale des amis de la révolution algérienne a tenu son assemblée générale ordinaire ce dimanche en présence du ministre des Moudjahidines et des ayants droit. La famille révolutionnaire et les proches et amis de la révolution algérienne du monde entier. Des hommages ont été rendus à l'occasion à des amis de la révolution et des ambassadeurs en reconnaissance de leur position qui resteront gravées dans les mémoires des peuples en quête de liberté. Des décisions d'ordre organisationnel de l'association ont été également adoptées. Journée internationale de la langue arabe célébrée par les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger. Plusieurs activités et cérémonies ont été organisées, notamment en France, et des séminaires également mettant en avant l'apport de l'Algérie dans l'apprentissage de cette langue dans ce pays. Le compte rendu de notre correspondante à Paris, Afaf Belhouchet. C'est à travers un message largement diffusé sur les sites internet de nos postes consulaires que le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale établie à l'étranger a lancé la célébration de la Journée internationale de la langue arabe à Lyon. Une conférence animée par Abdelkader Ghellel, professeur de littérature à l'université Jean Moulin, a exploré l'histoire du roman arabe et les écrivains algériens ayant publié en langue arabe. Face à un public d'universitaires d'origine algérienne, le message officiel a rappelé la contribution de l'Algérie à l'apprentissage de la langue arabe en France, notamment à travers les services anciennement connus sous le nom de l'ELCO. À la lumière de cette expérience pionnière, les institutions de l'État œuvreront à l'extension de ce soutien
financier et pédagogique à tous les pays qui enregistrent un nombre conséquent de membres de la communauté nationale, ce qui contribuera à la préservation de l'identité nationale et permettra le renforcement des liens entre les membres de notre communauté et leur mère patrie. Ce message trouve un écho particulier dans les milieux associatifs, notamment auprès des organisations dédiées à l'apprentissage de la langue arabe. À Blois, dans la circonscription consulaire de Paris, ces initiatives prennent tout leur sens. Je dirais que l'Algérie peut se positionner comme un acteur clé dans la transmission de la langue arabe à sa diaspora en combinant des initiatives éducatives, culturelles et diplomatiques. En investissant aussi dans ces actions, elle renforcera les liens entre les jeunes générations et leur pays d'origine. Plus au sud, à Montpellier, justement, le consulat d'Algérie a organisé un débat sur les moyens de soutenir les associations et de répondre à la demande croissante d'apprentissage de cette langue. Un débat en marge d'une journée festive dédiée aux enfants, avec des ateliers linguistiques et ludiques, des concours et des diplômes d'encouragement aux enfants. Plus au nord, à Chelles, le consulat d'Algérie à Créteil a célébré conjointement cette journée avec la mosquée Abou Bakr Siddiq, l'une des plus grandes de la région. Lui, elle a une capacité énorme. On peut recevoir, par exemple, le jour de l'Aïd, on est entre 5 et 7 000 personnes. Les jours mois, on est entre 3 et 4 000 personnes. Des activités religieuses et ludiques ont marqué l'événement, destiné à plus de 700 élèves qui apprennent la langue arabe tout au long de l'année. Activité dans cette salle, des écritures des lettres arabes, où il découvre les lettres de son prénom et ensuite il les colorie, les décore avec plusieurs types de... On célèbre cette grande journée de la langue arabe. Donc on a accueilli les fidèles à la mosquée, il y a eu des très belles conférences. Et là, en fait, dans chaque salle, il y a des ateliers autour de la thématique de la langue arabe. Et c'est justement avec des associations culturelles et culturelles qu'à Marseille, le consulat général a accueilli des concours de récitation du Coran, des sessions de poésie et une pièce de théâtre en arabe entièrement jouée par des enfants. L'événement a aussi permis de connaître les nouvelles mesures pour élargir l'accès à l'apprentissage de la langue arabe via une plateforme qui sera lancée bientôt. Et dans ce cadre, il y a eu l'ouverture de plusieurs centres culturels à l'étranger, ainsi que le projet de création d'une école internationale algérienne d'enseignement à distance, afin d'enseigner à nos enfants établis à l'étranger les différents programmes dispensés au sein des établissements de l'éducation nationale. La demande est en effet grandissante. L'arabe, sous sa forme dialectale, est la deuxième langue parlée en France. Pourtant, peu de structures offrent un cadre académique pour son apprentissage. Et ce communiqué du MDN dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme suite à un accrochage avec un groupe criminel de narcotrafiquants. Des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité et de douane le mercredi 18 décembre dernier au niveau du secteur opérationnel nord-est In Amenas, 4e région militaire. Ont arrêté 6 narcotrafiquants, dont 4 Algériens et 2 de nationalité malienne. Cette opération a permis également de récupérer 2 véhicules de type station et de saisir 3 fusils mitrailleurs de type FMPK, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 2490 balles de différents calibres, plus de 2 400 000 comprimés psychotropes brigabaline, 3 moyens de liaison Touraya, un émetteur-récepteur ainsi que 4 smartphones. Cette opération qui s'inscrit dans le sillage des efforts intenses de la lutte contre le narcotrafic dans notre pays dénote du haut professionnalisme de la vigilance et de l'entière disposition de nos forces armées dans l'ensemble du territoire national. Fin du communiqué. À l'étranger, plus de 20 Palestiniens ont été tués ce dimanche par les bombardements sionistes à Gaza. Des dizaines d'autres ont été blessés dans différentes zones de l'enclave. L'occupant continue de cibler les structures sanitaires restantes dans l'absence presque totale de médicaments et de matériel, en plus du manque cruel de nourriture, notamment dans le nord, ce qui rend la situation humanitaire dramatique. De grandes manifestations se préparent au Maroc pour exiger la fin de la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. Celle-ci a bouclé son 4e anniversaire contre la volonté de la population et en trahison totale de la cause palestinienne. Les Marocains réclament la dissolution des accords avec l'occupant israélien et la fermeture du bureau de liaison sioniste à Rabat. Raouf Hamouche. Il y a de cela 4 ans, le Marzen tout honte but normaliser ses relations avec l'entité sioniste.
franchissant ainsi toutes les lignes rouges après avoir livré le royaume à une entité coloniale destructrice qui s'en sert comme base arrière pour mettre à exécution ses desseins malveillants dans la région au détriment de la cause palestinienne, empêtrant le Marzen dans des scandales et des intrigues sans fin. Le plus frappant dans cette transaction de la honte par laquelle le Marzen a sacrifié la cause palestinienne il y a 4 ans pour un simple tweet sans aucune valeur juridique dans une tentative de légitimation de son occupation du Sahara occidental, c'est le rejet catégorique opposé par le peuple marocain toute forme de relation avec cette entité d'occupation qui ne sème que la destruction sur son passage. Pour les observateurs avisés, il ne fait aucun doute que le bilan de ces 4 années de normalisation est désastreux pour le Maroc dans tous les domaines. Le pays a perdu sa souveraineté nationale et sa sécurité économique et il ne contrôle plus sa décision politique. Au cours de la dernière année de normalisation, il est évident que le Maroc s'est transformé en une colonie sioniste. Après que le Marzen a bradé le pays et confisqué les terres et les biens de ses citoyens pour les livrer aux sionistes. Et ce, avant même l'adoption d'une proposition prévoyant l'octroi de la nationalité marocaine aux descendants des sionistes d'origine marocaine pour leur assurer tous leurs droits constitutionnels, politiques, culturels, économiques, sociaux et autres. Face aux récents développements, le peuple marocain doit agir pour protéger le royaume des sionistes infiltrés dans les rouages de l'État du Marzen, avant qu'il ne soit trop tard, d'autant que l'entité sioniste complote contre toute la région pour la fragmenter et piller ses richesses. Retour dans le pays pour parler sport et la première édition de cross pour enfants était organisée par le club Gaïa en partenariat avec la Ligue algéroise d'athlétisme. C'est le parc Dounia qui a abrité l'événement et qui a vu la participation de plus de 120 petits coureurs accompagnés de leurs parents. Une belle ambiance rapportée par Sarah Delbel. Au cœur d'un paysage à couper le souffle, plus de 120 jeunes coureurs, âgés de 6 à 12 ans, se sont rendus au parc Dounia pour participer à la première édition du cross pour enfants. Compétition, convivialité et découverte au programme de cette journée. Bon, c'est plus une course conviviale et familiale, dans un cadre familial, sans aucun esprit de compétition. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir, de faire plaisir aux enfants. Donc on tient à remercier au nom de notre club Gaïa Athlétique tous les partenaires sur cet événement, à savoir la DGSL d'Alger, la Ligue d'athlétisme d'Alger et les services de l'OPLA qui nous ont accueillis vraiment à bras ouverts ici, dans ce magnifique site qui est le parc Dounia. Voilà. Pour certains, c'était leur tout premier défi sportif. Pour d'autres, cette course était une occasion de prouver qu'ils pouvaient se dépasser. Ce cross était une occasion aussi de pratiquer une activité physique tout en s'amusant. Je suis venue avec mon père, ma grande soeur et mes cousines faire cette course. J'ai aimé l'ambiance et tout, le clown et tout. On est passé à côté du lac et c'était magnifique. Il y avait le clown, on a vu le lac et on a mangé et on a bu du jus. Vous avez bu du jus, ok. Et on a mangé du sucre parce qu'il faut manger du sucre après une course. Alors, on s'est bien amusé, on a couru, j'ai vu le lac, c'était magnifique et j'aimerais bien qu'on refasse ça. أنا ربحت الأول أنا فزت الأول وكليت حلوة. Parents, amis et bénévoles, tous présents pour donner de la force à ces futurs champions. Moi, j'ai l'habitude de courir. Je suis une athlète. Je fais de la course à pied depuis très longtemps. Et donc, je voulais initier ma fille à avoir une relève. Voilà. Donc, elle est toute contente. C'est sa première course officielle. Et on est vraiment très, très content pour cette initiative. C'est comme ça. Parmi les coureurs, Marwa, une jeune fille pleine d'ambition, malgré son handicap. Elle est très contente aujourd'hui. Elle a pu terminer la course complète. Donc les 800 mètres, elle les a faites. Elle est très contente avec sa médaille. Et ben voilà, donc ce genre d'enfants, alhamdoulilah, donc ils sont juste différents. Et elle a participé à la course. Ce cross, bien plus qu'un simple défi sportif.
a offert aux enfants, à leurs familles et même aux organisateurs un moment inoubliable. Une chose est sûre, cette belle aventure ne fait que commencer. Et lors de la prochaine édition, ils seront certainement encore plus nombreux à courir, rire et s'émerveiller. Et on termine notre journal par un nouveau reportage de notre série réalisée à Timimoun. On s'intéresse ce soir au tapis traditionnel de la région, un accessoire qui apporte beauté et caractère à nos intérieurs, mais c'est surtout un savoir-faire ancestral préservé grâce au travail des artisanes de Timimoun. Malem Damis nous fait pénétrer un atelier de tissage où chaque pièce raconte une histoire unique transmise de génération en génération. Dans cet atelier, des femmes travaillent minutieusement pour préserver un art ancestral, le tissage du tapis traditionnel de Timimoun. Fil après fil, elles perpétuent un savoir-faire qui se transmet depuis des générations et qui reflète l'identité culturelle de la région. Notre but, c'est de faire des recherches sur notre patrimoine, sur tous les tapis, et de refaire une renaissance de notre tapis. C'était en 2003-2004, on a commencé par des recherches dans des musées d'Alger. On a trouvé une vingtaine de modèles. Ils nous ont aidés pour faire des recherches. On a trouvé une vingtaine de modèles. Et après, on a commencé à monter ici l'atelier et faire former les filles qui ont été formées une formation sur la chaîne nationale. C'est un tissage national. On a refait la formation pour les filles pour avoir le tissage de Timimoun. C'est un tissage ras. C'est pas le tissage noué. Parce que d'autres modèles, c'est noué. Elles ont été formées sur le ras et le noué. Mais quand même, on a formé sur les modèles. C'était des modèles différents. Pour les artisanes les plus expérimentées, il suffit d'un simple regard sur une photo du modèle pour qu'elles le réalisent avec une précision remarquable. J'ai appris le tissage à la maison avec ma mère. Depuis que je fais partie de cet atelier, j'ai découvert de nouvelles techniques. Je n'ai même pas besoin de mesurer, il me suffit simplement de regarder la photo du modèle. Pour obtenir des couleurs authentiques, les artisanes de cet atelier utilisent exclusivement des teintures végétales. En ce moment, nous sommes le seul atelier en Algérie qui réalise toutes les couleurs 100% naturelles. Il demande de la patience, il demande du temps. Par exemple, on utilise beaucoup de produits qui sont connus chez les gens, le henné, la garance, le noyer, l'écorce de grenade, les pelures d'oignon. Aussi le thé, donc il y a plusieurs, et on utilise la pierre d'Alain comme mordant dans quelques produits par exemple qui nécessitent le mordant sage. Par contre, d'autres produits qui existent le mordant naturel, donc on n'a pas besoin d'utiliser la pierre d'Alain. Chaque tapis réalisé ici raconte une histoire, celle d'un savoir-faire préservé avec passion. À travers ses motifs et ses couleurs, c'est toute l'âme de Timimoun qui continue de vivre. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.